Le 13 octobre 2025, un chiffre a détonné dans les rapports énergétiques. 400 mégawatts pour un réservoir de 200 km² au cœur du Burkina Faso. Cette promesse massive surgit pourtant dans un pays encore rythmé par les coupures, les groupes électrogènes et une lumière toujours précaire pour des millions de foyers. Que signifie pour ses habitants et pour la stature régionale d'Ibrahim Traoré le basculement d'un territoire maintenu dans l'ombre vers une capacité énergétique inédite? Derrière l'annonce spectaculaire, une épreuve décisive se met en place pour tout le pays. L'annonce du 13 octobre 2025 a ouvert une attente nouvelle. Si le barrage tient ses promesses, le pays pourrait accéder pour la première fois à une électricité réellement stable. Cette perspective transforme immédiatement les enjeux, car elle porte une promesse simple mais décisive: garantir une lumière continue pour les foyers, les écoles et les cliniques. Autrement dit, offrir une sécurité énergétique durable à un territoire longtemps privé de fiabilité. Le bénéfice potentiellement obtenu: une stabilité structurelle capable de réduire la dépendance au diesel, redéfinit les priorités du Burkina Faso. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque proportionnel à son ambition. Le pays doit gérer un chantier de 500 millions de dollars, sécuriser les zones à réinstaller et maîtriser les équilibres écologiques d'un réservoir de 200 km². Chaque étape comporte des points de tension où la réussite technique peut être fragilisée par les retards administratifs, les pressions sociales ou les exigences environnementales. C'est cette combinaison d'espoir et d'incertitude qui place la population face à un enjeu national majeur, où chaque progrès devient un signal attendu. Deux révélations ont émergé dans les jours suivant l'annonce initiale. La première porte sur deux chiffres qui repositionnent tout le projet: un réservoir de 200 kWh et une capacité de base de 400 mégawatts, un duo qui place immédiatement l'infrastructure parmi les plus ambitieuses d'Afrique de l'Ouest. La seconde, plus discrète mais déterminante, introduit d'un module solaire appelé à porter la capacité totale à 550 mégawatts, transformant l'ouvrage en système hybride inédit dans la région. Ces données dessinent une rupture nette avec la situation énergétique antérieure et amorcent une trajectoire technique beaucoup plus complexe qu'un simple barrage hydraulique. Dans ce contexte, l'équipe d'Ibrahim Traoré restructure rapidement la communication officielle pour préciser la nature réelle de l'infrastructure. Il ne s'agit ni d'un barrage isolé, ni d'un projet symbolique, mais d'une plateforme énergétique multilayer intégrant turbines russes, panneaux solaires, réseaux modernisés, centres de formation et corridors environnementaux destinés à réduire les risques sur la Vulte Noire. Cette clarification devient essentielle pour comprendre le véritable périmètre de l'ambition annoncée en 2025. Le choix du site, à proximité de la frontière ghanéenne, n'est pas fortuit. La rivière Vulte-Noire présente un potentiel hydraulique considérable, mais également des variations saisonnières importantes. Les ingénieurs accélèrent donc les études hydrologiques afin de cartographier les zones sensibles et anticiper les risques d'inondation. Parallèlement, les évaluations foncières s'organisent pour préparer les réinstallations, tandis que les ministères coordonnent les financements et les protocoles de sécurité. Chaque action engagée dans les premières semaines conditionne la suivante, comme une chaîne où chaque maillon doit rester solide pour éviter un effet domino. Cette architecture décisionnelle explique pourquoi le projet ne peut être compris uniquement comme une infrastructure technique. Il fonctionne comme un système interconnecté où la réussite dépend de l'alignement entre ingénierie, gestion de l'eau, capacité administrative et acceptation sociale. C'est précisément cette dynamique qui commence à dessiner les premières réponses aux doutes soulevés lors de l'annonce.
Sur le terrain, les premières transformations deviennent lisibles à travers ceux qui incarnent la mise en œuvre concrète du projet, techniciens locaux, équipes environnementales et formateurs spécialisés. Leur rôle sert de fil conducteur pour comprendre comment une annonce politique se traduit en effets mesurables. Parmi les figures les plus représentatives, les techniciens burkinabés récemment formés guident désormais les opérations quotidiennes, depuis la surveillance des conduites forcées jusqu'au calibrage des premiers modules solaires expérimentaux. Leur travail, encore discret, montre comment la montée en compétences soutient la progression technique du chantier. Autour de la Vulte Noire, les équipes environnementales cartographient les zones sensibles, vérifient les habitats à risque et affinent les plans de réinstallation. Ces opérations, souvent considérées comme secondaires dans les mégaprojets africains, deviennent ici un élément central, car la réussite dépend autant de la solidité technique que de l'équilibre entre environnement, sécurité et cohésion sociale. Les premiers retours montrent que les zones pilotes bénéficient déjà d'une stabilité électrique inhabituelle, permettant aux cliniques de prolonger leurs horaires et aux écoles d'assurer une continuité pédagogique. Les jeunes, les jeunes techniciens formés dans les centres spécialisés témoignent également d'un changement structurel. Ils découvrent la maintenance de turbines hybrides, les normes de sécurité appliquées aux microréseaux solaires et les protocoles de gestion du débit. Cette montée en qualification, inédite dans plusieurs régions, prépare une génération capable de soutenir l'infrastructure sur plusieurs décennies. L'ensemble de ces trajectoires individuelles révèle une idée simple. Les premiers impacts tangibles ne proviennent pas uniquement du béton ou des turbines, mais de la capacité collective à intégrer un système complexe dans le quotidien. Tout bascule réellement après l'annonce du 13 octobre 2025. Dans les heures qui suivent, les premières équipes techniques se déploient autour de la Vulte Noire pour baliser précisément les contours du futur réservoir. Les ingénieurs hydrologiques recalculent les zones d'inondation, identifient les points de vulnérabilité et affinent les marges de sécurité nécessaires avant tout terrassement. Les autorités locales reçoivent simultanément les premières directives concernant la réinstallation des familles, un processus délicat qui exige coordination, transparence et temps. Cette phase initiale, encore discrète pour le grand public, marque le passage du concept au protocole opérationnel. Dans les ministères, les cellules de travail synchronisent leurs procédures, validation budgétaire, protocole de sécurité, autorisation environnementale, modalités d'intégration des turbines russes et du futur module solaire. Les négociations finales entre les équipes burkinabées et les ingénieurs étrangers se concluent sur un calendrier de déploiement serré où chaque semaine doit produire des résultats visibles. Durant cette période, Ibrahim Traoré multiplie les communications afin d'éviter les spéculations et de rappeler que l'objectif central reste la souveraineté énergétique. Cette présence régulière contribue à stabiliser l'opinion publique et à maintenir la pression administrative sur l'avancement du chantier. Montée en cadence. Une fois le terrain sécurisé, les travaux lourds commencent. Les excavatrices redessinent le lit du barrage, tandis que les équipes russes supervisent la pose des fondations destinées à supporter les 400 mégawatts initiaux. Les spécialistes burkinabés suivent l'intégration des conduites forcées, apprennent les réglages critiques et révisent les procédures de maintenance. En parallèle, les lignes de transmission s'étendent vers Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et plusieurs zones rurales longtemps privées d'électricité stable. La pression médiatique augmente. Les écologistes demandent davantage de garanties, notamment au sujet des 200 km appelés à être inondés. Les communautés interrogent le gouvernement sur les modalités de compensation. Les partenaires étrangers surveillent chaque signal faible,
craignant que la moindre irrégularité ne compromette la suite. La tension atteint un sommet lorsque les premières turbines expérimentales sont mises en rotation. Les effets se propagent rapidement. Villages pilotes alimentés de manière stable, cliniques prolongées, écoles éclairées, irrigation plus régulière. Dans le même temps, le Ghana et la Côte d'Ivoire observent les variations du débit en aval, cherchant à anticiper les éventuelles répercussions sur leurs propres infrastructures hydrauliques. Les réactions internationales se diversifient, prudence en Europe, intérêt géostratégique aux États-Unis, volonté d'investissement en Asie. À l'intérieur du pays, la fierté se mêle aux attentes. Chaque réussite renforce la stature d'Ibrahim Traoré, mais chaque retard rappelle l'ampleur du défi. Les experts soulignent que la construction n'est qu'une étape. Le plus difficile commence avec la maintenance, la gestion quotidienne et la gouvernance transparente. Les premiers succès techniques créent une onde de transformation, mais aussi de nouvelles responsabilités. Les populations réinstallées demandent des compensations cohérentes. Les équipes hydrologiques révisent régulièrement les calculs de débit. Les centres de formation accélèrent le rythme pour produire une main-d'œuvre spécialisée. Le projet, autrefois perçu comme un pari risqué, commence à ressembler à un modèle émergent, mais un modèle fragile où chaque détail compte. L'évaluation du projet atteint une nouvelle étape lorsque les premiers indicateurs mesurables sont rendus publics. Le gouvernement présente alors un baseline clair. Avant la mise en service progressive du barrage, moins de 22% du territoire burkinabé bénéficiait d'une électricité réellement stable. Ce niveau de fragilité énergétique maintenait les écoles dans l'irrégularité, les centres de santé dans la dépendance au diesel et les petites entreprises dans une imprévisibilité constante. Après l'activation des premières turbines, les projections crédibles indiquent une montée vers 40%, soit un quasi-doublement. Cette progression, bien qu'encore partielle, constitue un delta structurel qui change la manière d'envisager le développement national. Chaque pourcentage gagné correspond à des milliers de foyers sortant d'une obscurité qui conditionnait toute activité quotidienne. Le deuxième indicateur touche à l'agriculture, un secteur vital pour l'économie du pays. Les zones pilotes bénéficiant du nouveau système hydraulique enregistrent une hausse comprise entre 30 et 40% de la productivité des cultures vivrières. La fourchette reflète la diversité des sols et les variations saisonnières, mais elle illustre un même phénomène. La maîtrise des cycles d'irrigation devient plus régulière grâce aux réservoirs et aux pompes hydrauliques associées. Cette amélioration offre aux exploitations familiales une marge nouvelle pour stabiliser leurs récoltes, sécuriser les revenus et réduire l'impact des aléas climatiques. Dans un pays où les sécheresses déstabilisent souvent l'économie locale, ce gain représente plus qu'une performance. Il signale une transformation de la résilience agricole. Le troisième indicateur, davantage lié au tissu socio-économique, concerne l'emploi. Plus de 15 000 postes ont été créés autour du chantier, répartis entre la construction, la maintenance, la gestion environnementale et l'intégration des modules solaires. Ce chiffre dépasse une simple statistique, il marque la constitution progressive d'une main-d'œuvre spécialisée, capable de soutenir les infrastructures énergétiques sur le long terme. De nombreux jeunes techniciens découvrent des compétences rares dans la région, ce qui renforce l'autonomie nationale et réduit la dépendance à l'ingénierie étrangère. L'existence d'un tel bassin de compétences devient un atout stratégique pour la continuité du projet. Pris séparément, ces trois indicateurs, stabilité électrique, productivité agricole, création d'emplois, décrivent des évolutions sectorielles importantes. Mais lorsqu'on les associe, ils forment une trame cohérente permettant de mesurer la crédibilité du projet.
La progression de 22% à 40% d'accès stable à l'électricité éclaire la dimension énergétique. La hausse de 30 à 40% de la productivité agricole clarifie l'impact sur la sécurité alimentaire. Les 15 000 postes créés témoignent d'un ancrage social et économique. Ensemble, ces données esquissent une dynamique ascendante qui confère au projet une assise plus solide qu'il n'y paraît. Cependant, ces résultats restent conditionnés à plusieurs facteurs. La stabilité électrique dépend d'une maintenance rigoureuse et d'un suivi hydrologique constant. La productivité agricole repose sur la régularité des cycles d'irrigation et sur la préservation des écosystèmes entourant le réservoir. Quant aux emplois créés, leur durabilité exigera une intégration réelle des travailleurs dans les phases post-construction, souvent négligées dans les projets africains de grande ampleur. Les trois indicateurs dessinent donc une trajectoire prometteuse mais fragile, qui nécessite coordination technique, discipline administrative et continuité des formations. Le débat autour du barrage s'organise désormais autour de deux visions opposées, chacune appuyée sur des arguments tangibles. Les partisans affirment que l'infrastructure représente la seule voie réaliste pour sortir durablement le Burkina Faso de sa dépendance énergétique. Selon eux, la combinaison hydroélectrique solaire, l'appui technique russe et la montée en compétences locales constituent un socle inédit pour moderniser le pays. Il rappelle que les villages pilotes bénéficient déjà d'une stabilité électrique nouvelle, que les irrigations deviennent plus prévisibles et que les centres de formation produisent une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée. Pour ce camp, les premiers résultats montrent que le pari initial n'était pas démesuré, mais une stratégie cohérente adaptée aux contraintes nationales. A l'inverse, les sceptiques jugent que la réussite technique ne garantit en rien la réussite systémique. Ils rappellent que les 200 km du réservoir impliquent des risques d'inondation difficiles à contrôler sur plusieurs décennies. Ils soulignent aussi la complexité des réinstallations, la nécessité de compensations équitables et le risque d'une dépendance prolongée à l'ingénierie étrangère. Ce camp met en garde contre les projets africains ambitieux qui réussissent leur construction mais échouent dans la maintenance, la gouvernance ou la transparence budgétaire. Pour eux, la question qui n'est pas de savoir si le barrage peut fonctionner, mais si le pays peut le gérer sur 20 ou 30 ans sans fragiliser l'environnement, les finances publiques ou la cohésion sociale. La réponse la plus solide apparaît lorsqu'on confronte ces deux visions aux données déjà observables. Les premières turbines ont permis de stabiliser l'électricité dans plusieurs zones pilotes. Les formations techniques ont créé un socle de compétences qui n'existait pas auparavant. Les agriculteurs proches du réservoir constatent des rendements plus réguliers. Ces résultats ne suppriment pas les inquiétudes légitimes, mais ils montrent que le projet évolue dans un espace intermédiaire. Ni triomphe immédiat, ni avertissement définitif, mais une expérience nationale en construction. Ainsi, le Stillman conduit à reconnaître que les critiques posent des questions fondamentales, tandis que les progrès actuels indiquent une valeur tangible. Le barrage avance dans une zone de prudence constructive. Un pivot décisif apparaît. À ce stade, les premières analyses régionales montrent que le barrage, encore en phase d'achèvement, modifie déjà les équilibres hydrologiques au-delà des frontières. Le Ghana et la Côte d'Ivoire réévaluent leurs propres marges de gestion de l'eau, tandis que plusieurs médias africains commencent à présenter l'infrastructure comme un cas d'école pour les pays à ressources limitées. Cette évolution marque un glissement du projet. Il ne se lit plus seulement comme un chantier national, mais comme un objet d'attention régional. Dans ce climat mouvant, la figure d'Ibrahim Traoré change d'échelle. Il cesse d'être uniquement le porteur politique du projet pour devenir l'axe autour duquel se croisent ambition nationale, pression internationale et attente sociale.
Les perceptions extérieures pivotent elles aussi. Ce qui était perçu comme un pari risqué commence à se transformer en modèle potentiel de coopération technique et d'autonomie énergétique. La montée progressive vers une capacité hybride de 550 MW, notamment grâce aux modules solaires, reconfigure la position stratégique du pays. Peu de voisins peuvent en bénéficier d'une telle marge d'expansion énergétique, et ce simple fait modifie la manière dont le Burkina Faso est intégré aux discussions régionales. Le projet franchit ici son véritable point médian. Les effets du barrage commencent désormais à se manifester dans quatre sphères distinctes qui, ensemble, redessinent progressivement le quotidien du pays. Cette mosaïque d'impact constitue la première démonstration tangible de ce que peut produire une infrastructure hybride à grande échelle. Elle montre également comment les orientations politiques d'Ibrahim Traoré prennent forme dans la vie réelle, loin des discours et des projections initiales. Dans les foyers, dans les villages autrefois soumis à des coupures quotidiennes, le rythme de vie change radicalement. À Banora, Dédou ou Bobao, l'accès à une électricité stable permet aux ménages de remplacer les générateurs bruyants par un éclairage fiable. Les enfants étudient après la tombée de la nuit, les cliniques stockent les vaccins sans craindre les ruptures de chaîne du froid, et les petits commerces prolongent leurs heures d'activité. Cette amélioration, bien qu'inégale selon les zones, constitue un basculement profond. La lumière cesse d'être un privilège intermittent pour devenir un élément structurant de la vie domestique. Elle réduit aussi les dépenses liées au carburant, offrant aux familles une marge financière supplémentaire. Effets économiques. Dans les centres urbains comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les ateliers mécaniques, boulangeries, centres de données naissants et chaînes de froid médical gagnent en stabilité. L'électricité régulière réduit les interruptions et sécurise la planification des tâches, améliorant la productivité de centaines de petites entreprises. La baisse progressive de la dépendance au diesel diminue les coûts d'exploitation, rendant certains investissements locaux ou étrangers plus envisageables. Plusieurs acteurs économiques considèrent désormais le barrage comme un catalyseur plutôt qu'un simple fournisseur d'énergie. Cette confiance émergente nourrit un début de diversification des activités urbaines. Administration publique. Pour l'État, les retombées dépassent largement la dimension énergétique. La visibilité internationale accrue renforce la position d'Ibrahim Traoré dans les forums africains. Cependant, cette lumière nouvelle s'accompagne d'obligations renforcées: réinstallation des populations touchées, maintenance rigoureuse des installations, surveillance environnementale, transparence budgétaire. Les premières réussites augmentent mécaniquement la pression politique. La gouvernance doit donc suivre le rythme imposé par les avancées techniques, sous peine de fragiliser la crédibilité acquise depuis 2025. Influence régionale. Sur la scène ouest-africaine, le barrage agit comme un multiplicateur d'influence. Le Ghana et la Côte d'Ivoire surveillent les variations du débit de la Vulte Noire afin d'ajuster leur propre stratégie hydraulique. En dehors du continent, les États-Unis et l'Europe observent les implications géopolitiques du partenariat russo-burkinabé, tandis que la Chine et l'Inde identifient un marché émergent dans les énergies renouvelables. Le pays devient ainsi un point de référence. Si l'expérience réussit, elle pourrait redéfinir les standards régionaux en matière d'infrastructures hybrides. En réunissant ces quatre sphères, foyer, économie, administration, région, une ligne directrice apparaît: le barrage ne transforme pas seulement l'électricité, il recompose simultanément la structure sociale, productive et diplomatique du Burkina Faso.
Au cours des 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes permettent d'évaluer la solidité réelle du barrage et la capacité du pays à maintenir le rythme acquis depuis les premières mises en service. Ces scénarios n'anticipent en aucune certitude. Ils servent plutôt de cadre pour observer comment les décisions administratives, les conditions hydrologiques et l'organisation technique s'alignent ou non sur les objectifs initiaux. Scénario de base, stabilité contrôlée. Dans cette trajectoire, les turbines déjà opérationnelles consolident leur régularité. Le réseau de transmission s'étend progressivement, sans surcharge grâce à une consommation relativement stable dans les villages nouvellement connectés. Les modules solaires poursuivent leur montée en capacité, permettant d'approcher progressivement les 550 MW sans provoquer de tensions techniques majeures. Au niveau régional, le Ghana et la Côte d'Ivoire s'accélèrent observe quelques variations du débit, mais aucune perturbation significative ne remet en cause l'équilibre hydrologique. Ce scénario maintient la confiance publique et conforte l'idée qu'une première étape solide a été franchie. Scénario optimiste. Accélération maîtrisée. Ici, le module solaire dépasse les prévisions initiales et atteint un rendement supérieur à celui anticipé dans les simulations. Les programmes communautaires adoptent plus rapidement les techniques d'irrigation modernes, ce qui renforce encore la productivité agricole dans les zones réinstallées. Cette amélioration attire l'attention d'investisseurs étrangers intéressés par des infrastructures secondaires, notamment dans la transformation alimentaire, la logistique ou la petite industrie. Le climat social s'apaise à mesure que la confiance augmente. Dans cette version, le barrage ne se contente plus d'être un projet d'énergie. Il devient un véritable catalyseur de croissance régionale. Scénario pessimiste, fragilités exposées. Dans ce cas, des irrégularités hydrologiques compliquent la gestion du réservoir. Certaines communes subissent des fluctuations de distribution provoquant des critiques locales. Les retards dans la mise en place des modules solaires ralentissent la montée en capacité. Les populations réinstallées contestent certains aspects des compensations, générant une tension politique plus visible. Sur le plan international, les partenaires réduisent temporairement leur appétit d'investissement, ce qui complique la planification des extensions prévues. Le barrage reste fonctionnel, mais l'enthousiasme initial s'atténue, laissant place à un climat d'incertitude. Un principe transversal demeure. Si la maintenance reste rigoureuse, si la gouvernance demeure cohérente et si la gestion de l'ESSO privilégie l'anticipation plutôt que la réaction, la trajectoire de stabilité domine. Ce cadre n'attribue pas de probabilité, mais éclaire les leviers essentiels pour transformer les tendances observées en résultats durables. Pour mesurer la portée humaine du barrage, il faut regarder au-delà des statistiques et suivre la manière dont l'énergie transforme la vie quotidienne. Dans les villages réinstallés ou nouvellement raccordés, les habitants découvrent une relation différente au temps. L'éclairage stable prolonge les activités du soir, sécurise les déplacements nocturnes et permet aux enfants d'étudier sans interruption. Cette continuité, autrefois impossible, crée un sentiment nouveau de maîtrise du quotidien. Les familles constatent que les soirées ne dépendent plus de l'humeur des générateurs ou des coupures imprévisibles, mais d'une lumière régulière qui modifie profondément les habitudes. Pour les travailleurs, l'impact se manifeste par l'accès à des métiers spécialisés qui n'existaient pas auparavant. Les jeunes techniciens formés à la maintenance des turbines hybrides et aux micro-réseaux solaires découvrent des compétences rares et demandées. Cette professionnalisation élargit les horizons de carrière et sécurise des revenus plus stables. Dans les ateliers, la diminution des interruptions améliore la productivité, rendant les journées plus prévisibles et moins précaires. Les petites entreprises et services locaux voient également leur quotidien transformé. Les boulangeries
produisent plus régulièrement, les cliniques assurent un fonctionnement continu et les commerces réduisent les pertes liées à la chaîne du froid. Ces améliorations, parfois modestes en apparence, créent une dynamique où la planification devient plus fiable, permettant aux entrepreneurs de projeter des investissements qui auraient paru risqués quelques années plus tôt. À travers ces trois angles, foyer, travail, production locale, une même idée apparaît. La stabilité énergétique ne change pas seulement l'économie, elle modifie la manière dont les individus se projettent dans leur avenir. L'énergie cesse d'être une contrainte pour devenir un levier, réorganisant les perspectives et la confiance dans les possibilités à long terme. Assurer la stabilité du barrage sur le long terme exige une organisation capable de relier ingénieurs, institutions, communautés locales et partenaires techniques autour d'un même cadre d'action. Cette feuille de route n'a pas pour but de multiplier les promesses, mais de préciser les étapes mesurables nécessaires pour consolider les acquis observés depuis les premières mises en service. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la cohérence entre énergie, environnement et cohésion sociale devient un impératif stratégique. Inspection technique mensuelle. Les équipes nationales doivent mener des cycles réguliers d'inspection sur les turbines, les vannes hydrauliques et les modules solaires. Les indicateurs clés reposent sur la disponibilité des équipements, le temps moyen de réparation et la stabilité du débit d'électrique dans les zones pilotes. Une transparence totale des relevés techniques est indispensable pour anticiper les anomalies. Gestion hydrologique saisonnière. Les autorités en charge de l'eau doivent intégrer un calendrier d'ouverture et de fermeture des vannes conforme aux variations saisonnières de la Vulte noire. La réussite se mesure par la régularité de l'irrigation dans les zones agricoles réinstallées et par l'absence d'incidents dans les villages situés en aval. Suivi social continu des communautés réinstallées. Les communes déplacées doivent bénéficier d'un accompagnement comprenant compensation, infrastructures de base et soutien productif. Les progrès se vérifient par la satisfaction des ménages, la stabilité des revenus agricoles et la disponibilité de services essentiels comme écoles, cliniques et points d'eau. Formation d'une seconde cohorte de techniciens. Les centres spécialisés doivent produire une nouvelle génération de travailleurs capables de réduire la dépendance à l'ingénierie étrangère. Le succès se lie dans le nombre d'intégrations professionnelles et dans la montée en autonomie des équipes locales. Tableau de bord trimestriel public, un rapport rassemblant données techniques, impacts agricoles et évolution des emplois doit être publié pour renforcer la confiance nationale et régionale. Cette feuille de route définit ce que chaque acteur doit accomplir pour transformer un projet ambitieux en infrastructure durable. Dans les villages réinstallés, ceux qui avaient accompagné les premières étapes du chantier deviennent les témoins silencieux de ce que le pays tente de construire. Les ingénieurs locaux, les techniciens formés et les communautés déplacées incarnent désormais une continuité qui dépasse la simple réussite technique. Il rappelle que la transformation ne repose pas uniquement sur le béton ou les turbines, mais sur une volonté collective de maîtriser un avenir longtemps incertain. Leur présence, encore discrète, fait écho au début du projet, lorsque les premières fondations étaient posées et que les lumières se rallumaient dans les zones autrefois plongées dans l'obscurité. Pour beaucoup, cette transition porte une dimension symbolique. Elle représente une forme de réparation après des années de fragilité énergétique. Dans cette perspective, la figure d'Ibrahim Traoré ne se lit plus seulement comme celle d'un décideur politique, mais comme un acteur cherchant à tenir ensemble ambition, coordination et responsabilité nationale. Le barrage, au-delà de ses performances, devient un repère émotionnel où se croisent mémoire, espoir et solidarité.
Et dans cette convergence humaine, une vérité simple résonne. L'énergie peut changer le destin d'une nation. L'histoire du barrage dépasse désormais les turbines, les chiffres et les rapports techniques. Elle circule dans les familles qui découvrent une lumière plus stable, dans les écoles où les soirées d'études deviennent possibles, dans les ateliers où la régularité des tâches change les perspectives de travail. Elle s'invite aussi dans les discussions publiques où chacun tente de comprendre ce que cette transformation signifie pour l'avenir du pays. Les interrogations persistent. Comment maintenir cette dynamique? Comment répartir équitablement les bénéfices? Comment protéger les écosystèmes tout en poursuivant le développement énergétique? Les citoyens deviennent eux-mêmes acteurs de cette transition. Ils observent ce qui change près de chez eux, partagent leurs expériences et influencent par leur participation les décisions à venir. Les choix collectifs des prochains mois détermineront si cette avancée deviendra un modèle durable ou une simple étape transitoire. Si vous souhaitez suivre l'évolution de ces transformations, participer aux réflexions collectives ou mieux comprendre les enjeux qui façonneront les prochaines étapes, vous êtes invité à rester attentif et à contribuer.